Et on reste avec vous, David Revaud-Dallon nous rejoignent. Maintenant, pour les partis pris, Marc Toiti pour l'économie et Abnous Chalmani pour l'international. Bonsoir à tous les deux. On commence avec vous, David. Votre parti pris, il y a un avant et un après. On reparle de la mort de Quentin Deronge. Un avant et un après. En ce qui concerne le Front républicain, qui, dites-vous, ne sera plus jamais le même. Et oui, Elisabeth, j'ai envie de vous dire, le Front républicain est mort. Vive le nouveau Front républicain, mais c'est un Front républicain qui doit désormais contenir les deux extrêmes. Jusqu'à la mort de Quentin Deronge, ce Front républicain, c'était quoi ? C'était le mécanisme qui rassemblait pour le deuxième tour d'une élection, quelle qu'elle soit, tous ceux qui voulaient éviter la victoire de l'extrême droite. Ça allait de la gauche à la droite, gaulliste. Et puis le dernier exemple en date, c'était bien sûr deuxième tour des législatives anticipées de 2024 après la dissolution. Mais depuis la mort de Quentin Deronge, la donne a changé. Beaucoup de voix à droite et à l'extrême droite préconisent de déplacer sur notre échiquier politique ce front républicain, appelé aussi barrage ou maintenant cordon sanitaire, pour y enfermer les seuls insoumis. Non seulement parce que les liens entre la France insoumise et la Jeune Garde, cette organisation adepte du coup de poing dissoute en juin dernier, sentent le soufre, puisque le député du Vaucluse, Raphaël Arnaud, on le sait, est fondateur et ex-leader de la Jeune Garde et qu'il est membre du groupe LFI à l'Assemblée, mais surtout parce que tout l'état-major de LFI nie en bloc et s'enfonce de plus en plus dans le déni. On va écouter un petit florilège des plus hauts dirigeants de LFI. D'abord, Éric Coquerel, c'est le président de la commission des finances de l'Assemblée. Il était ce matin sur TF1, on l'écoute. Raphaël Arnaud n'a aucun rapport, d'accord, puisque l'enquête, je vous le faire remarquer, ne le concerne pas avec les événements Lyon. Et à partir de là, je ne vois pas pourquoi il démissionnerait de son poste de député. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Même chose pour Manuel Bompard, c'est le premier lieutenant de Mélenchon. Il l'affirmait hier. Raphaël Arnaud a évidemment toute sa place au sein du groupe insoumis et aussi, il ajoute, s'il y a un de ses collaborateurs qui a fauté, Raphaël Arnaud ne porte aucune responsabilité. C'est vrai qu'il n'y a pas de responsabilité pénale des insoumis. Bien sûr, c'est pas eux qui ont donné l'ordre, qui ont incité les mises en cause à aller frapper à mort Quentin Deronge, mais la responsabilité politique, elle est indéniable. Entre LFI et la Jeune Garde, on peut parler même de liaison dangereuse. Il est quand même pas courant que le collaborateur parlementaire d'un député soit mis en examen, placé en détention provisoire pour complicité d'homicide volontaire. C'est le cas de Jacques-Élie Favreau, l'assistant de Raphaël Arnaud qu'on voit à l'écran, sans oublier Adrien B, un ex-stagiaire du même député qui lui aussi est mis en examen et pour meurtre et également écroué. Ça fait beaucoup quand même, mais pas suffisamment pour Jean-Luc Mélenchon qui, non content de décliner toute responsabilité, ne cède pas le moindre pouce de terrain. Mardi dernier, on en parlait tout à l'heure, Elisabeth, il le disait, nous gardons une grande affection tout de même, le mot est fort, pour la Jeune Garde, et il y a quelques minutes, il a récidivé. On l'écoute. C'est donc un complot, un montage. Ils se sont dit, d'abord on attrape la Jeune Garde et demain on attrapera les Insoumis. Insupportable. Un complot. Bon, donc non, rien. Ça, c'était il y a une heure. C'était il y a quelques minutes, effectivement. Rien de rien, il ne regrette rien. Et ce faisant, il se met bien sûr à la faute politique, outre les conséquences électorales qui restent à ce stade difficiles à mesurer. En refusant de couper ce cordon dangereux, il offre à la droite et à l'extrême droite un angle d'attaque inespéré. La droite d'abord, elle a sauté sur l'occasion. Laurent Wauquiez, patron des députés LR, dénonce hier dans le JDD un parti, c'est LFI, un parti toxique pour notre vie démocratique qui doit être isolé et ostracisé. Nombre de responsables LR emboîtent le pas. Cette offensive, elle vise évidemment à empêcher un nouveau rapprochement électoral entre les Insoumis et les autres formations de gauche, comme lors des législatives de 2024 avec le nouveau Front populaire. Ironie de l'histoire, on rappelle au passage qu'en 2024, les Républicains, ils avaient eux aussi bénéficié de ce Front républicain. 26 d'entre eux avaient bénéficié au deuxième tour du retrait d'un candidat de gauche pour faire barrage au RN et 7 d'un adversaire LFI. Et puis, ces attaques de LR, elles permettent aussi d'enterrer la question qui fâche, celle de l'alliance avec l'extrême droite, cette fameuse union des droites qui, comme on dit pudiquement, en fait c'est l'alliance de la droite avec l'extrême droite qui depuis des années gagne du terrain et qui va être un sujet majeur de la prochaine présidentielle. En tout cas, à moins de 3 semaines du premier tour des municipales, c'est le PS qui est embarrassé par ce nouveau barrage républicain proposé par la droite, parce que bien sûr, il va avoir besoin des voix insoumises dans de
nombreuses villes. Mais la principale bénéficiaire de cette dérive de LFI, c'est évidemment l'extrême droite. Même dans ses rêves les plus fous, le RN n'aurait jamais osé rêver d'une telle aubaine pour achever son processus de dédiabolisation, de banalisation, de normalisation. Jean-Luc Mélenchon, par son entêtement extravagant, lui fournit cette aubaine sur un plateau en argent. On écoute Jordan Bardella. On en parlait tout à l'heure, là encore, Elisabeth. Vous avez vraiment du flair, vous sentez les coups. On écoute Jordan Bardella. C'était mercredi dernier. Par son recours à l'intimidation, à l'insulte et désormais à la violence, l'extrême gauche représente un péril pour la démocratie française. Je ne fais aucune différence entre la violence en politique, qu'elle soit prônée par l'ultra-gauche ou par l'ultra-droite. Bon, il avait aussi interdit, là encore on en a parlé, aux élus RN de se rendre à la marche d'hommage samedi à Lyon. Et de fait, c'était pour éviter qu'ils se retrouvent, les élus RN, avec les plus radicaux. Et de fait, les saluts nazis, les insultes racistes et homophobes entendus à Lyon nous l'ont rappelé. Il ne faut pas oublier que de ce côté-là, il y a aussi une longue tradition de violence. Donc je conclus, bien sûr, oui, il faut envisager un barrage républicain face aux dérives de LFI, mais aussi maintenir ce front républicain contre l'extrême droite. Le problème, c'est qu'entre les deux, il risque d'y avoir, hélas, de moins en moins de monde. On verra ça plus tard, ce qu'il y a entre les deux. Très rapidement, parce qu'il faut... Oui, Elisabeth. Un commentaire. Oui, non, enfin, je pense que malheureusement, on voit bien ce dérapage complet, effectivement, de LFI, et donc ça montre simplement au jour les dérapages quotidiens, j'ai envie de dire, et donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que globalement, ça nous montre de quoi ils sont capables. Clarification. Et vous ? Moi, j'ai jamais eu de problème, et c'est à peu près la ligne que j'ai à chaque fois tenue avec le nini. J'ai un problème, j'allais dire, de naissance avec les extrêmes, donc je trouve que le nini, il n'y a aucune honte dans le nini. Que ni l'extrême droite ni l'extrême gauche ne devraient passer, et que là, pour les partis dits républicains comme le Parti socialiste, parfois il faut savoir perdre une bataille, en l'occurrence peut-être de perdre les municipales en ne s'alliant pas avec LFI au nom d'un front républicain qui serait encore une fois un clou supplémentaire sur leur cercueil, pour arriver avec des véritables idées et audacieusement pour les élections présidentielles. Donc il y a un moment, il faut accepter que au nom de certaines idées et de la morale, c'est pas tout à fait dégradant de perdre des élections. Marc Toiti, votre parti pris économique, après le coup de tonnerre, la censure des droits de douane par la Cour suprême américaine, vous nous dites c'est le grand flou, pourquoi ? Ben oui, tout à fait, c'est-à-dire que c'est la nouvelle de ce week-end, on s'y attendait, c'est vrai, mais la Cour suprême a tout simplement dit non, il n'y aura pas de droit de douane unilatéral, parce que M. Trump voulait utiliser la loi de 1977 sur des pouvoirs économiques d'urgence internationaux. Donc là, on dit non, parce que c'est pas à ce point-là urgent. Sauf qu'évidemment, ça pose énormément de questions. D'abord, on se dit, parce que c'est quand même pas rien. Les États-Unis ont récupéré quasiment 150 milliards d'euros de droits de douane. Donc si c'est entre le moment où ils les ont instaurés et la censure. Exactement. Il y a 150 milliards qui ont été de dollars pris. Qui ont été au titre de ces droits de douane. Qui ont été récupérés. Alors qui a payé à chaque fois, c'est compliqué de le savoir, parce que parfois évidemment c'est l'importateur américain, parfois il a fait supporter à l'exportateur étranger, parfois c'est le consommateur qui a payé. On ne sait pas déjà. Pour rembourser, c'est un peu tout le monde si vous voulez. Donc pour rembourser ça va être compliqué. Je pense que ces 150 milliards d'euros ils sont acquis à la cause du gouvernement américain. Mais par contre, c'est vrai que l'avenir. Et c'est là où Trump, c'est incroyable, il nous dit tout simplement, c'est pas grave, puisqu'on m'interdit de le faire, je vais quand même faire des droits de douane pour tout le monde les mêmes, au niveau mondial. Donc c'est pas la loi d'urgence, donc il a d'abord dit 10%, et maintenant 15%. Donc évidemment c'est très dangereux, parce que ça remet en cause Mais ça s'ajoute aux droits de douane déjà établis, c'est pour ça qu'on n'a pas compris. Les nouveaux droits de douane, non, ils sont complètement supprimés, ceux-là. Non, ils sont complètement supprimés. Donc là, ce sont de nouveaux droits de douane qui commencent dès demain. Dès demain, c'est-à-dire qu'on a arrêté donc depuis vendredi ces anciens droits de douane. Donc il y a des nouveaux. Donc là aussi, ça va récupérer des sommes assez importantes. Alors le vrai enjeu, c'est que on se dit, c'est donc M. Trump qui l'a dit lui-même. Donc ça va durer 150 jours, ces droits de douane. Alors il y aura peut-être quelques exemptions, notamment sur les produits pharmaceutiques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire, parce qu'on me dit c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, le fait de supprimer ces droits de douane. Pas forcément. Oui, parce qu'en fait, ces droits de douane permettaient justement de casser un petit peu l'hégémonie chinoise. Donc là, je vous ai remis quelques graphiques assez intéressants pour vous dire, est-ce que ça a marché, ces droits de douane ? Est-ce que en 2025, l'augmentation des droits de douane a permis de réduire le déficit commercial américain ? Eh bien, quand on voit par exemple le déficit de la balance commerciale des biens,
La réponse est non. C'est-à-dire qu'on a, vous voyez, l'année dernière, on a fait à peu près 1241 milliards de dollars donc de déficit extérieur sur l'année. Donc c'est plus ça marche pas. que l'année d'avant. C'est un record historique. Donc ça n'a pas fonctionné. Par contre, ça a fonctionné parfois avec d'autres pays, notamment avec la Chine, puisque les exportations chinoises vers les États-Unis ont baissé de 25%. Donc ça a quand même porté ses fruits. Quand on regarde le solde commercial France-États-Unis, ça c'est intéressant, parce qu'on se dit oui, alors à votre avis, s'il y a eu un excédent, un déficit entre la France et les États-Unis l'année dernière, il y a eu un déficit de 7,5 milliards d'euros, donc de déficit de la France vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire 90% de plus que l'année d'avant. Donc là on peut dire finalement, ça a aussi fonctionné. Donc là toute la question est de savoir quid, je dirais, de l'avenir. Et donc c'est ce qu'on voit, je vous fais un petit graphique pour vous montrer que les États-Unis, ils en ont quand même profité sur ce qu'on appelle les biens et services. Où là, effectivement, le déficit commercial américain s'est réduit légèrement. Donc ce qui a permis justement de soutenir l'économie américaine, c'est ce qu'on voit là. Donc on est à 900 milliards d'euros, de dollars de déficit l'année dernière, alors qu'on était à 924 milliards il y a quelques années. Et alors, ça c'est encore plus fort, l'excédent commercial des services a battu un record. Donc, on n'a jamais vu ça. Il y a à peu près 339 milliards de dollars d'excédent de la balance des services. Donc, il y a quand même eu effectivement un petit fonctionnement. Par contre, il y a une interrogation. Parce que, là, on vient de le dire. Et c'est là où je dis, c'est très dangereux pour nous, les Européens. Parce que, on l'a évoqué, moins 25% de baisse des exportations chinoises vers les États-Unis. Donc, on va vous dire, les Chinois vont faire moins d'excédents commerciaux. Pas du tout. Ils ont battu un record historique d'excédent commercial l'année dernière. Vous pouvez nous dire quelle est votre interrogation en quelques secondes? 1200 milliards. Alors justement, pour nous. Ça, c'est qu'en fait, comment est-il possible? Les exportations chinoises ont été réduites vers les États-Unis, mais ils ont un excédent record. Parce que pour compenser les droits de douane américains, les Chinois ont exporté vers là où il n'y avait pas de droits de douane, donc chez nous. Et les exportations chinoises vers chez nous ont augmenté de 15%. Le déficit commercial France-Chine l'année dernière a atteint plus de 50 milliards d'euros. Donc ça qui est dramatique, c'est qu'en fait, on a payé à la place. Alors ça, c'est pas flou. Oui, c'est pas flou. Donc le danger, c'est ça, c'est que il faut aujourd'hui s'unir, j'ai envie de dire, pour justement faire face et limiter l'hégémonie de la Chine, qui continue d'exporter, même elle fait du dumping, elle baisse ses prix, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc c'est pourquoi cette suppression des droits de douane n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le monde. C'est en tout cas moins flou sur les perdants et les gagnants de cette politique tarifaire de Donald Trump. Mais on ne sait pas très bien où on va quand même. Oui. On y reviendra évidemment avec vous, Marc, très prochainement. Votre parti pris international, Abnous Chalmany, vous revenez sur le Mexique, les violences qui ont éclaté depuis 24 heures, et vous nous dites le cercle vicieux est en opération, est en marche. Mais oui, je ne vais pas vous revenir sur la mort d'El Mencho, le chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui est considéré comme l'une des plus violentes et des plus puissantes cartels au Mexique, rival historique du cartel de Sinaloa, on y reviendra. Mais je vais me concentrer sur le fait que cette mort ne changera absolument rien au narco-État qu'est le Mexique. D'abord parce qu'il faut comprendre ce qu'on entend par narco-État. Autrement dit, c'est un pays où il existe un État formel et un pouvoir effectif qui coexistent. Alors au Mexique, vous avez effectivement un État officiel, un gouvernement fédéral, des forces armées, la police, la justice, mais dans de nombreuses régions, vraiment qui sont des régions qui sont où le pouvoir est exercé par des cartels qui contrôlent les territoires, qui taxent la population par l'extorsion, et il n'empêche que les gens payent pour pouvoir vivre et pas mourir, qui établissent une justice parallèle et des services sociaux qui la plupart du temps sont plus intéressantes que les services de l'État. Si le terme narco-État est quand même contesté par de nombreux politologues, c'est parce que l'État mexicain, il y a quand même un État mexicain. Il n'empêche que vous avez quand même des zones où l'État ne peut pas se rendre, c'est-à-dire c'est même pas mettre un doigt de pied sans l'armée. Quand je dis l'armée, c'est vraiment la grosse opération. Donc, pour le dire simplement, ils ne vont jamais. Que les élections locales sont influencées, voire totalement contrôlés par les cartels. On a vu le nombre de morts qu'il y a eu aux dernières élections où ceux qui ne plaisaient pas au cartel étaient tout simplement assassinés et où des collusions documentées et prouvées existent entre les responsables politiques, la police, l'armée et les organisations criminelles. Donc, dans ce contexte, quand vous arrêtez ou quand vous tuez un patron de la drogue, vous changez la tête, mais vous changez pas la logique. Le vide du pouvoir est immédiatement exploité par d'autres groupes et c'est là ce qui va arriver là au Mexique par des factions internes. C'est la stratégie qu'a adoptée le Mexique et soutenue en cela par Washington depuis les années 2000, cibler les chefs, démanteler les grandes structures, tuer ou extrader les figures centrales. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Parce que maintenant,
bout de 25 ans, on a un petit recul. Et fragmentation du cartel qui a été touché en mini-groupes. Ces mini-groupes, vous savez quoi, multiplication des chefs locaux qui sont encore plus violents que les précédents parce qu'ils veulent s'imposer, et évidemment montée de la violence entre gangs au lieu d'un ordre criminel, et je sais que ça fait bizarre de dire ça, plus stable. C'est quand vous avez un big boss, une organisation pyramidale, c'est vous contrôlez un peu mieux le territoire quand vous avez des groupes qui s'entretuent pour un bout de territoire. Et il suffit de se souvenir de l'arrestation d'El Chapo, qui était l'autre grand coup du Mexique et des États-Unis. Ça n'a pas diminué le trafic, mais ça a contribué à la montée d'El Mencho, dont la mort aujourd'hui n'affaiblira pas l'économie de la drogue, mais va ouvrir une période de succession. Et qui paye? Et c'est la population qui paye, comme d'habitude. La stratégie actuelle ne change rien, ça renforce la violence sans toucher à la rente de la drogue. Et tout est là. C'est que toute victoire policière, quelle qu'elle soit, elle sera localisée et temporaire tant que l'économie reste imbriquée avec le narcotrafic. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, vous avez directement, tout ce qui est méthamphétamine, fétanyl, marijuana, cocaïne, c'est l'économie locale. Vous avez les cultivateurs, les transporteurs, les chimistes, les exécuteurs qui en bénéficient directement, mais vous avez aussi les emplois indirects dans la construction, les commerces et les restaurants qui sont financés grâce au blanchiment d'argent, et vous avez cet argent cash, pour le dire familièrement, qui fait vivre des villages entiers qui, sans ça, seraient morts de faim et dans la misère la plus absolue. Et les cartels se sont diversifiés, ils ont investi dans des mini-légales, mais aussi dans l'agriculture totalement légale. C'est maintenant, aujourd'hui, on peut dire que c'est à peu près les cartels qui tiennent le citron vert et l'avocat, par exemple. Donc le Mexique ne peut pas s'en sortir. Personne ne peut s'en sortir. Non, mais je vous le dis, vous pouvez arrêter qui vous voulez. La seule solution, ça serait que les gens arrêtent de se droguer. Depuis la nuit des temps des hommes, les humains se droguent, même les singes se droguent. Donc si on n'a pas trouvé la solution jusqu'à maintenant, on n'y arrivera pas. Il faudrait que la pauvreté dans ces régions disparaisse et que l'État ait une telle présence que il n'y ait plus besoin de travailler pour les cartels. Ça me paraît improbable puisqu'ils peuvent produire cette agriculture-là. En gros, il y a des résultats. Et il faudrait que la corruption disparaisse de la terre. Je rappelle que depuis les années 1970 et Nixon, on a investi 1 000 milliards de dollars dans la lutte contre la drogue et qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a jamais eu autant de drogue en circulation. Donc je sais que je vais faire hurler la morale. N'a jamais trouvé. Et moi, je vais vous dire, la seule solution, c'est de légaliser absolument toutes les drogues, de comprendre, de basculer le regard et de comprendre que vous ne pourrez jamais empêcher les gens de se droguer et que la drogue est une question de santé publique qui doit être contrôlée, qui doit être suivie, mais que ce n'est pas une question de police et de justice. La preuve, ça ne marche jamais. Et là, on va compter les morts civiles au Mexique. La proposition radicale d'Abnous, après une démonstration implacable, il faut régulariser, légaliser toutes les drogues. Pour pouvoir les contrôler, assainir les circuits économiques et surtout d'un pays comme le Mexique. Désolé de pas, mais c'est un débat qu'on aura forcément. Débat passionnant. Vous auriez dit oui ou non? D'accord ou pas d'accord? En un mot. Non, il y a une grande hypocrisie sur ce sujet. D'accord ou pas d'accord? Moi, je suis d'accord pour dépénalisé certaines drogues, pas toutes. Oui, moi, c'est la première fois que je suis pas d'accord avec nous, Abdous, mais bon, c'est dit tout à l'heure. Voilà, c'est dit. On y reviendra. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Darius